Bienvenue dans Entrepreneur et en forme, bulle de conscience et action. Je suis Cédric Meunier, entrepreneur, coach et personal trainer depuis de nombreuses années. Et j'ai fait de ma mission d'accompagner les entrepreneurs à impacter avec plus de clarté sans y laisser leur santé. Je vous partage chaque semaine, seul ou avec mon invité, des clés concrètes pour comprendre ce qui vous bloque et ce qui vous porte. Allez, c'est parti! Alors dans cet épisode, vous allez découvrir, écouter une interview où je reçois Stéphane Dugousset, un entrepreneur avec des valeurs humaines très fortes, très installées dans tous les domaines de son entreprise. Une entreprise qui est du domaine de la grande distribution où quelquefois on peut avoir pas mal d'idées reçues. Vous allez voir qu'aussi bien dans le parcours client, dans le partage, dans le management, dans les valeurs, dans la vision, qu'il y a énormément de transversal, de conseils à prendre, peu importe la taille de votre entreprise. Je vous laisse découvrir ça, écoutez ça en entier, il y a de vraies pépites. Très bonne écoute à vous. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Merci d'avoir répondu OK à cette invitation. Alors je suis ravi de t'accueillir sur le podcast où un des objectifs c'est vraiment que les personnes puissent être inspirées par des parcours entrepreneuriaux, et forcément maintenant que je te connais un petit peu plus, j'ai dit là il y a vraiment quelque chose à partager. Alors une première question, juste pour s'y mettre, tu vois, qui a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Si tu étais pas entrepreneur, qu'est-ce que tu aurais fait comme métier? Est-ce qu'il y a quelque chose quand tu étais enfant, qu'est-ce qui te faisait rêver? J'aimais beaucoup tout ce qui était commerce, négociation. Donc du coup, je pense que j'aurais bien voulu travailler comme ambassadeur. Porter des valeurs, ça me plaît beaucoup. Donc du coup, je pense que je me serais orienté là-dessus. J'avais à un moment donné même regardé tout ce qui était fondation, l'ONU. Il y a vraiment des choses intéressantes. J'aime beaucoup tout ce qui est univers de la négociation, mais en même temps tout ce qui défend des valeurs. Je pense que je suis un fils d'agriculteur, donc du coup j'ai les valeurs de la terre avec moi, et donc j'aime me dire que pour avancer, il faut savoir d'où on vient. Et j'aime bien m'appuyer sur mes valeurs quand j'ai des décisions à prendre. Voilà, une belle entrée en matière. Et donc, vraiment, toi, dès très jeune, c'est quelque chose qui était en toi. Oui, très jeune, je pense que ça vient aussi de l'éducation. Mais très jeune, j'aimais bien défendre le collectif. Et du coup, c'est un état d'esprit que j'ai toujours voulu avoir, que ce soit dans ma vie de salarié, cadre dirigeant, où je réfléchissais au maximum, tant que faire se peut, quel est l'intérêt du collectif avant d'imaginer l'intérêt personnel de tel ou tel individu. En tout cas, je pense que c'est toujours comme ça qu'on avance le plus loin possible. Et donc, dans mon management, avant d'être chef d'entreprise, j'étais salarié, directeur commercial, et donc tu as toujours les égos des commerciaux à gérer. Et donc, c'est toujours cet équilibre entre l'objectif de l'entreprise et de l'équipe avec l'objectif personnel du commercial qui veut lui atteindre ses objectifs, pas toujours en adéquation avec l'objectif collectif. Et donc, du coup, je pense que quand on a des valeurs et qu'on se dit « Ok, c'est ça la bonne voie, c'est pas celle-là », ça t'aide dans tes choix, en tout cas, pas te renier sur tes choix. Et je pense que ça, c'est important. Alors, aujourd'hui, là, en quelques mots, comment tu présenterais ton entreprise? Alors, donc moi, je suis Stéphane Dugousset, dirigeant d'un supermarché. Je suis un mousquetaire. J'ai racheté un supermarché Intermarché à Viry-Châtillon. C'est un projet d'abord avec mon épouse, puisque on a souhaité tous les deux se lancer dans l'entrepreneuriat. On voulait porter un projet, mais on voulait aussi porter des valeurs. Je parlais tout à l'heure de valeurs, mais le groupement des mousquetaires, le groupement Intermarché, c'est les valeurs avec comme leitmotiv producteurs et commerçants. On est d'abord des producteurs de produits, puisqu'un tiers des produits que nous vendons dans nos magasins sont issus de nos propres chaînes de production.
Mais ensuite, on voulait aussi défendre des valeurs, le bien manger, aider les gens avec le pouvoir d'achat, c'est quand même vraiment d'actualité en ce moment. Et ensuite défendre une certaine idée de l'économie circulaire, l'économie locale. Et donc, j'aimais ce bon mix entre groupe structuré, qui fait plus de 40 milliards, et indépendant que nous sommes, où nous sommes maîtres de nos décisions. Ce n'est pas un groupe intégré, c'est un groupe d'indépendants dans l'interdépendance. Et c'est ce qui me plaisait, c'est de dire, je suis chef d'entreprise indépendant, je fais ce que je veux chez moi, et je défends les valeurs que sont les miennes, que je te disais tout à l'heure, proximité, le bien manger et le prix pour mes consommateurs. Le mot valeur est vraiment très présent dans tout ce que tu expliques. Oui. Et est-ce que c'est ça qui t'a donné, toi, l'envie d'entreprendre, le côté, tiens, je peux agir un peu plus? Alors, c'est une très bonne question. La première stimulation qui nous est venue, mon épouse et moi, à l'aube de nos 40 ans, c'était, on bossait pour des multinationales tous les deux, on gagnait très bien notre vie, mais on bossait pas pour nous, on était locataires de notre travail, on n'en était pas propriétaires. Et on s'est dit, demain, on veut bosser pour nous, et donc, même si dans les entreprises dans lesquelles on se défonçait au quotidien, on portait aussi des valeurs, parce qu'on bossait dans des belles entreprises, mais c'était pas les nôtres, on portait celles des autres. Et au moment où on a voulu devenir chef d'entreprise, on veut porter nos valeurs. Et donc, on s'est un peu mis autour de la table tous les deux, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire? Quelles sont les compétences que nous avons tous les deux? Et avec la somme de nos deux compétences, la somme de toutes nos compétences, mais de nous deux, qu'est-ce qu'on peut faire comme job? Et donc, l'évidence est arrivée assez facilement, où on a repris un supermarché, et aujourd'hui, on a une 50aine de salariés. On travaille sur la proximité. Je parlais que j'aimais bien la négociation et donc la vente. Moi, j'aime la relation client. C'est un sujet qui est très important chez moi. Bofa aussi. Et donc, du coup, tous les deux, on a dit, on va racheter une entreprise, lui insuffler nos valeurs pour que nos collaborateurs partagent nos valeurs. C'était un des messages les plus forts que nous avons passés quand nous avons repris l'entreprise. On a expliqué à nos collaborateurs quelles étaient nos valeurs, la relation client, la qualité du travail bien fait, l'engagement des équipes et l'implication de chacun. Et une fois qu'on a un petit peu dessiné le pourtour, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que l'essentiel de notre équipe nous a suivis. Et aujourd'hui, notre entreprise se porte bien parce qu'elle défend une certaine idée, je reviens encore sur le mot des valeurs, mais qui est celle d'abord du client. Parce que dans notre commerce, si on n'est pas là pour servir nos clients, on a tout loupé. Parce que les produits que nous vendons au sein de notre magasin, ce sont les mêmes. À Coca-Cola, tu l'as dans les magasins du coin, tout le monde vend la même bouteille de Coca-Cola. Sauf que chez nous, on la vend bien parce qu'on a la prétention d'apporter un certain service client que tu ne retrouveras pas forcément ailleurs. Et donc ça, c'est vraiment le sujet sur lequel nous, on travaille beaucoup, c'est les irritants clients, les problématiques clients, bref, on est au service de nos clients. Alors aujourd'hui, je vois je côtoie énormément d'entrepreneurs, d'entreprises. Un des problèmes numéro 1 que j'entends, c'est le recrutement, garder ses équipes, manager. Alors toi, vous deux, vous gérez plus de 50 salariés au quotidien. Tu m'en parles souvent. Tu me parles de tes valeurs quand tu t'es mis à entreprendre, à agir. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages aussi avec tes salariés et comment tu fais pour gérer cette difficulté du quotidien? Alors, tu as raison, c'est même le nerf de la guerre parce que le premier actif d'une entreprise, quelle que soit sa taille, ce sont ses salariés. Il ne faut pas oublier qu'une entreprise, elle tourne que si nos salariés sont efficaces et performants. Et pour que nos équipes s'occupent bien de notre entreprise, nous, on a le devoir de bien s'occuper de nos salariés. Et donc, clairement, nous, aujourd'hui, on essaye de développer, tant que faire se peut, une bonne marque employeur. Et donc, la marque employeur chez nous, elle est basée sur énormément de respect, de transparence, du partage, beaucoup de justesse. Et à partir du moment qu'on est transparent sur les changements qu'on va apporter à notre entreprise avec les équipes et que nos équipes soient acteurs du changement, là, d'un seul coup, tout prend une dimension différente. On a apporté énormément de changements dans notre entreprise dans l'espace de 3 ans. On a réinvesti beaucoup sur l'outil. On a changé des modes de fonctionnement internes qui étaient ancrés depuis 20 ans. Donc, je te laisse imaginer les premières réactions que tu peux avoir. Je
te donne un exemple très simple. On a mis des monnayeurs. Tu avais des employés qui étaient déjà là? J'ai gardé quasiment 90% du staff. Ah oui, oui. Et du coup, une partie au début s'interrogeait sur nos choix stratégiques, nos orientations d'investissement. Et donc, il a fallu leur expliquer quels étaient nos objectifs et nos ambitions. Au début, on est un peu attendu au tournant, c'est tout à fait normal. Mais dès qu'on a les premiers succès qu'on partage avec nos équipes, ça renforce cet esprit de cohésion. Et donc, du coup, ça nous a vraiment porté pour entamer un projet suivant et de succès en succès, fédérer encore plus l'ensemble de nos équipes. Alors, si tu devais donner peut-être une clé, deux clés, des conseils pour à la fois recruter et fidéliser des collaborateurs, ça serait quoi avec l'expérience que tu as aujourd'hui? Le retour d'expérience, c'est quand même vraiment important. Le partage entre les collaborateurs, ça fédère beaucoup. Je te parlais tout à l'heure d'un projet où j'avais prévu de mettre des monnayeurs sur ma ligne de caisse et j'avais, on va dire, les plus anciens qui étaient extrêmement réticents à ce projet parce que historiquement, ils comptaient l'argent, historiquement, ils pensaient que c'était important pour eux. Donc, mes adjoints de caisse, voire mes caissières me disaient, mais attendez, monsieur Gousset, si on compte plus l'argent, on va servir à quoi? Moi, je dis, attendez, votre travail, c'est pas de compter des sous. Votre travail, c'est de créer un lien client, d'être au service de nos clients, d'être à l'écoute de nos clients. Et quand vous comptez des sous, vous écoutez pas vos clients. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on écoute nos clients, de quoi ils ont besoin. On est à leur service. Et donc, du coup, comme je voyais que j'étais pas forcément audible dans le message, ils arrivaient pas, ils écoutaient, mais ils n'entendaient pas. Eh bien, j'ai demandé à des collègues qui étaient passés par la même étape que moi à l'époque, et j'ai envoyé mes équipes dans un autre magasin, rencontrer d'autres collègues qui font le même job qu'eux, pour qu'à un moment donné, il y ait un partage d'expérience qui s'opère. Et quand ils sont revenus, ils ne m'avaient pas écouté moi, ils avaient écouté leurs collègues d'un autre magasin, et ils se sont dit, monsieur Gousset, vous avez raison, on y va et on vous soutient, on va faire ce changement. Et donc, du coup, la réticence au changement, c'est certainement le truc qui est le plus difficile à gérer dans une entreprise, parce que quand vous avez une idée, puis d'abord, c'est pas sûr que ça marche tout le temps, mais par contre, c'est peut-être ce qui est le plus dur à mettre en place. Mais quand ça fonctionne, on a vraiment le double effet T-School qui est vraiment de dire ça fonctionne, donc c'est plus profitable pour tout le monde, et en plus, les équipes sont vraiment boostées. Ouais, top. Comme tu le dis, tu mets vraiment en place une qualité d'écoute, même en utilisant des personnes qui parlent le même langage. C'est vraiment ce que tu décris comme clé. Ça, c'est la force, tu vois, d'un groupement. Alors, moi, je suis indépendant dans mon supermarché, mais on a un Intermarché tous les 17 km en France. Et donc, du coup, quand j'ai une problématique d'entrepreneur, que ce soit pas les salariés, pas de problématique opérationnelle, eh bien, j'appelle mes collègues autour. Dis-moi, il n'est pas arrivé le même problème, parce que là, je sèche un peu, je ne sais pas comment je vais faire. Ah bah si, t'inquiète pas, ça m'est arrivé aussi, voilà comment j'ai géré. Et donc, tu te rends compte que la complexité d'un entrepreneur, c'est très souvent d'être seul face à sa décision. Et parfois, tu essaies de prendre la décision qui te semble être la moins mauvaise, avec tes codes, avec les éléments que tu as autour de toi, mais c'est pas dit que tu prennes la bonne décision, et au moment que tu la prends, tu sais pas forcément. Or, dans notre groupement, ça qui est assez magique, c'est que on échange énormément, on est tous très solidaires entre nous, et donc du coup, on n'hésite pas à se partager nos problématiques, parce qu'à un moment donné, il y a l'un d'entre nous qui a eu déjà ce problème, qui sait nous dire « Ah non, mais fais pas comme ça, tu vas gagner du temps, fais comme ça. » Et très vite, hop. Et là, je suis convaincu que dans ma posture de chef d'entreprise, j'ai pris beaucoup de maturité grâce à mes collègues et voisins, parce que grâce à mes collègues, on a pu échanger sur beaucoup de sujets, et du coup, je gagne du temps parce qu'il y a des erreurs que je ne fais pas, parce que des collègues me préviennent, et donc du coup, ça fait de moi un meilleur chef d'entreprise, parce que justement, j'évite quelques pièges que j'aurais fait juste par manque d'expérience, tout simplement. Alors justement, tu parles de gagner du temps avec... je te connais toi et ta femme, et je connais votre rythme aujourd'hui. Comment tu gères ton temps, toi, d'entrepreneur? Je pense que faut pas le vivre comme un ennemi, le temps, mais effectivement, une journée, ça fait que 24 heures. Et je vais te donner un scoop, ça ne va jamais s'allonger. Donc, je pense que ça, le temps, c'est ça. On en rêve tous. Hein, je pense qu'on imagine tous imaginer rallonger nos journées, mais malheureusement, ça n'existe pas. Donc, aujourd'hui, eh bien, il faut savoir faire des choix. Il faut savoir accepter que le temps file. Il faut accepter de ne pas subir de mauvaises pressions. Et évidemment, tu vas voir les banques qui te mettront des pressions,
sur des timings de réponse, des fournisseurs qui souhaitent s'engager avec toi, mais qui veulent quand même des réponses. Toi-même, tu dois prendre des décisions, tes collaborateurs vont te mettre aussi des pressions sur le temps. Bref, à un moment donné, il faut savoir faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Et savoir s'arrêter, prendre le temps de se dire, ok, j'en suis où? Ok, est-ce que si vraiment ça, je le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Ok, bon, ok, ça va faire un peu de pression, mais au final, je gère mon temps. Et au final, se dire, j'ai la maîtrise de mon temps. Je décide d'aller déjeuner avec Cédric, c'est un temps que tu prends. Ok, j'ai une petite fille en bas âge qui est arrivée au même moment que la reprise de mon entreprise. Au début, j'ai dit comment je vais gérer la reprise de mon entreprise, mes travaux, la naissance de ma petite, parce que c'est quand même un peu chronophage aussi. Oui, mais en fait, c'est pas un problème, c'est surtout salutaire, parce que mon épouse et moi, avons sorti la tête de l'eau grâce à notre petite, qui nous a obligés à prendre le temps qu'il fallait. Et au final, elle nous a obligés à nous structurer, à nous organiser, à coordonner notre temps pour que justement, parce qu'on n'a pas le choix, il faut bien s'en occuper, et on est tellement heureux de passer du temps avec elle, que du coup, ça nous a aidé à mieux structurer le temps dans notre entreprise. Donc, je dirais que tout chef d'entreprise nous dira toujours qu'il n'a jamais le temps de rien faire parce que un matin, tu arrives, tu penses que la journée elle va être un peu calibrée et au final, tu as plein d'ennuis qui arrivent que tu ne prévois pas et donc ta journée ne se passe pas du tout comme tu avais prévu. Mais ça, c'est le quotidien de tous les chefs d'entreprise. Malgré tout, on doit garder la maîtrise de notre temps et à un moment donné, il ne faut pas le subir, il faut dire ok, c'est comme ça et c'est moi qui décide de ce que je vais en faire de mon temps. Et à partir de là, tu vis beaucoup mieux les choses. Alors, justement, toi, avec tout maintenant, tu commences à avoir pas mal d'expérience. Quels ont été les plus grands défis que tu as eus, qui t'ont fait le plus grandir? Le premier défi, c'est quand tu reprends une entreprise, c'est d'abord d'être à la hauteur des attentes de tes équipes. Ça, c'est la première. On revient sur l'humain. On revient sur l'humain. C'est quand même l'humain, c'est le premier actif de ta boîte. Donc, du coup, tu as vraiment besoin de montrer à tes équipes que tu es aux affaires avec eux. Transpirer avec ces équipes, c'est pas un vain mot. C'est vraiment important parce que on a mis 1 an et demi à prendre notre premier week-end. Donc ça, c'est pas forcément très bien, mais quand tu es tellement dedans, tu as du mal forcément à lâcher prise. Et le jour où on a dit à nos managers que nous prenions un week-end, leur réaction a été, monsieur Amnégousset, on va pas vous décevoir. Partez un week-end, reposez-vous, on est aux affaires, on va pas vous décevoir. Et quand tes équipes te disent ça, tu dis, waouh, ouais, là, je pense que j'ai une équipe avec moi, ça tient. Et pour le coup, ce fameux week-end, ils ont fait des résultats incroyables. Et ils ont su me rappeler qu'ils n'avaient pas besoin de nous. Et donc, c'était le petit clin d'œil, mais plutôt sympa. En tout cas, ça, c'est quand même le premier défi, c'est d'être à la hauteur des attentes de ces équipes. Le deuxième défi, évidemment, c'est nous, dans notre métier, c'est les travaux pour moderniser notre outil, réinvestir, créer un parcours client, moderniser notre parcours client, faire plaisir à nos clients. Et tout ça, ça passe par des travaux. Mais des travaux pendant l'exploitation, parce que du coup, on ne ferme pas le magasin, on fait des travaux, on les fait pendant, la nuit, sans que ça gêne nos clients. Et donc ça, ce sont des étapes très très lourdes à digérer, parce qu'il y a 1, la préparation des travaux, 2, la mise en route des travaux, sans perdre de vue que le client doit toujours être servi de la même manière, sauf que du coup, tu t'embarques à faire des tranchées dans ton magasin, tu t'embarques à avoir un parcours client qui va être un peu biscornu, avec des clients qui vont être un peu gênés par les travaux. Et donc, du coup, tu dois garder en tête surtout cette volonté de toujours satisfaire ton client, tout en maintenant l'exigence de faire rapidement tes travaux. Et donc là, ça veut dire des travaux de nuit et donc des journées qui n'ont jamais de fin au final, parce qu'on fait du commerce le jour et on fait des travaux la nuit. Alors, c'est vrai qu'on a un petit peu échangé là-dessus et je pense que ça fait un peu partie de pourquoi on se connaît un peu plus aujourd'hui. Alors en t'entendant, on entend très bien que tu as un investissement corps et âme dans ton entreprise et cœur aussi, cœur, corps et âme. Mais alors justement, avec ces journées qui ne s'arrêtent jamais, toi, comment gères-tu ton énergie ou qu'est-ce qui s'est passé pour que tu la gères différemment? Quelles sont les questions que tu te poses sur oula, mais attention, si ça pète, je fais quoi?
Qu'est-ce que je fais de tout ça? Tu as raison, c'est une très bonne question parce que un entrepreneur mort, ça marche plus. Donc, ou par terre, ça fonctionne plus. Donc oui, tu as raison, c'est un vrai sujet. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs ne s'écoutent pas assez, en tout cas n'écoutent pas assez leur corps, et les warnings que le corps peut te dire attention. Je sais qu'avec mon épouse, on a vécu le Covid, elle était enceinte de 9 mois, en caisse. À l'époque, le Covid, on ne savait pas ce que c'était, mais les gens tombaient les uns après les autres. Donc, du coup, on ne se posait pas la question, il fallait y aller. Avec du recul, on se dit, bon, on était quand même un peu inconscient, mais on n'avait pas le choix. Il fallait être au pied des équipes et il fallait tout ça faire. Maintenant, avec un peu de recul, un peu de maturité, je pense que quand tu démarres, tu veux tellement que ça réussisse. Et puis d'abord, nous, on a investi tout ce qu'on avait. Donc, du coup, l'échec n'était pas une option, c'était de réussir. Donc, on s'est défoncé à fond pour les travaux. Et puis, c'est encore maintenant toujours sous pression. Mais ce qu'il faut surtout, c'est s'écouter un peu, savoir prendre le temps. Un entrepreneur qui sait s'arrêter, c'est quelqu'un qui prend un regard sur lui-même, qui est un peu plus autocritique, qui s'aère un peu l'esprit, qui va dire « Ok, là, je suis plus étanche ». Et donc, du coup, on s'aperçoit avec mon épouse que quand on sait prendre du recul, tu t'évades une après-midi, tu vas voir d'autres magasins. Nous, on est dans le retail, donc du coup, on va voir d'autres magasins, un salon, on voyage, on voit des choses. Tu reviens et tu vois ton exploitation, ton magasin différemment. Tu vois ton entreprise différemment. Alors que si tu es le nez dedans tout le temps, tu vois plus rien. Et au final, il y a plein de choses que tu loupes parce que tu les as pas vues passer. Et donc, du coup, le recul, et donc, je pense que le corps, à un moment donné, c'est te dire, hey, bonhomme, là, tu es quand même dans la zone rouge depuis trop longtemps. Et en général, tu t'en rends compte parce que quand tu essaies de te reposer, tu te rends compte que tu n'arrives pas à redescendre de la zone rouge. Et tu me parlais de la course à pied, où quand tu restes trop longtemps dans la zone rouge, tu mets du temps à redescendre. Ben, je pense que la vie d'un entrepreneur, c'est un peu la même chose. Si jamais on commence à trop vite être au rupteur trop longtemps, le risque, c'est qu'à un moment donné, l'aiguille, elle veut plus redescendre en zone verte. Et là, ça devient dangereux parce qu'on n'est pas aussi efficace. Et nos équipes s'en rendent compte. Et du coup, c'est ton entreprise qui est en danger. En tout cas, je pense que c'est comme ça que je la vois. Donc aujourd'hui, voilà, t'as ton, on va dire ton GPS qui te permet de dire, Oui. Ok, je gère différemment et t'as mis des ressources en place. Alors, la première ressource, ça a été de mieux gérer son sommeil, parce que c'est quand même le sommeil, c'est un peu ce qui nourrit. On fait des gros journées de travail comme toutes les entreprises. Deuxièmement, c'est l'hygiène, que ce soit l'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie au global. Et là-dessus, c'est aussi comme ça qui fait que nous nous sommes rencontrés. C'est que le carburant qu'on met dans la machine, il faut qu'il soit de bonne qualité. Il faut aussi savoir faire du sport pour s'aérer l'esprit. Et le sport plus une hygiène de vie, une nourriture saine. On a le magasin, donc du coup, on fait nos courses comme tout le monde, mais il faut quand même faire très attention à ce qu'on mange. Du coup, c'est ça aussi la réflexion qui nous a amené avec mon épouse à te solliciter pour que justement ensemble on monte un plan stratégique de protection de nos enveloppes corporelles pour se dire ok, l'esprit et le corps doivent être au top parce qu'on n'a pas le choix que d'être au top dans notre entreprise pour qu'on soit au rendez-vous que nos équipes attendent de nous. Donc c'est pour moi un investissement de faire appel à tes services parce que ça me fait du bien au même titre que pour mon épouse et du coup on a besoin de se travailler pour nous et je pense que sur ce sujet-là ça nous fait énormément de bien. Alors tu parlais de recul, je sais que aujourd'hui t'accompagnes aussi des futurs franchisés ou des gens en tout cas qui ont l'envie de se dire je rentre dans l'enseigne. Qu'est-ce que tu observes? Comment tu vois ces entrepreneurs qui veulent se lancer? Alors, qu'est-ce que tu dirais? Je peux te dire plein de choses parce que c'est vrai que c'est passionnant. Chez Intermarché, la centrale est pilotée par des collègues à moi. Un homme, une voix. On a un magasin, on a une voix. On est 1800 et à nous 1800, on dirige notre centrale d'achat et toutes nos infrastructures. On a des salariés permanents qui sont à la centrale d'achat, aux centrales régionales, mais l'essentiel des décisions, elle est prise par des collègues et moi-même. On est tous ensemble à avoir une mission et un rôle et des responsabilités au sein de l'entreprise commune qui est le groupement Intermarché. Moi, ma fonction je fais partie de l'équipe formation et donc mon rôle, c'est d'accueillir les futurs chefs d'entreprise
qui vont être amenés à reprendre un magasin demain. Et donc, on les forme pendant 6 mois sur la partie technique du métier, parce qu'on n'est pas forcément obligé de venir du métier de la distribution alimentaire pour reprendre un magasin. Et donc, on va te former sur tous les réflexes de chef d'entreprise mousquetaire pour que tu puisses avoir toutes les chances et réussir ta reprise d'entreprise. La plupart du temps, l'erreur, ou en tout cas le sujet sur lequel on revient très souvent avec les jeunes chefs d'entreprise qu'on accompagne, c'est ils ne se rendent pas compte de l'énergie que ça demande. Ils ne se rendent pas compte forcément de l'impact de ce que va procurer la reprise d'une exploitation. Je dirais même que plus c'est petit, plus c'est difficile parce que le staff est plus court et donc on doit plus mettre la main à la pâte. Plus l'entreprise est grosse et structurée, et plus quelque part c'est facile parce que on va plus être dans la gestion et un peu moins dans l'effort physique parce que l'entreprise est plus staffée. Et malheureusement, l'essentiel des entreprises sont des entreprises à taille humaine comme la mienne, et donc le matin, on tire des palettes, on est avec les équipes sur le carrelage, et l'après-midi, on est en comptabilité à faire de la finance et de la gestion. La polyvalence est beaucoup plus présente. Voilà. Et en général, ça surprend toujours un peu les nouveaux chefs d'entreprise d'avoir ce grand écart entre, OK, le matin, très tôt le matin, nous on commence à 5 heures, mais le magasin il ferme à 20 heures. Donc, quand tu fais des journées régulièrement 5 heures, 20h30, 21h, je peux te dire que le soir, tu n'as pas trop de mal à trouver ton sommeil. Et c'est le premier effet où on voit très souvent, et c'est pour ça qu'on accompagne nos jeunes chefs d'entreprise pendant les 2 ans qui suivent la reprise, on surveille vraiment leur état, leurs indicateurs clés de bonne gestion de l'entreprise, et surtout leur état d'esprit et savoir s'ils ne sont pas au fond du gouffre. Parce que je pense qu'en général, le premier effet qu'ils ont, c'est OK, c'est quand même tout ça, le rôle et la responsabilité d'un chef d'entreprise. Porter 50 salariés, aujourd'hui, un chef d'entreprise en France, on est contraint à énormément de réglementations. Et donc, du coup, un chef d'entreprise, il doit être bon partout. Sauf qu'on a 1000 métiers dans nos métiers. Et donc, on doit être informé, accompagné, pour être sûr qu'on ne se trompe pas, que ce soit de la fiscalité, de la gestion, de tout ce qui est le règlement social. Et donc, du coup, tu dois être bon partout. Et tu n'as pas le droit de te tromper parce que si tu te trompes, tu peux potentiellement mettre en danger ton entreprise. Donc, du coup, faut se faire accompagner. Et je dirais même que la première qualité d'un chef d'entreprise, c'est de savoir ce sur quoi on est bon et ce sur quoi on est moins bon. Pour se dire, OK, là-dessus, je ne suis pas très bon. OK, je paye une entreprise. OK, ça me coûte un peu de rond, mais au moins, je me protège parce que sur ce sujet, je suis trop léger. Il faut avoir cette faculté à s'auto-diagnostiquer dans ses compétences pour savoir sur quoi on doit aller s'appuyer en termes de compétences extérieures. Et c'est ça qui fait, je pense, les bons chefs d'entreprise, parce qu'on ne peut pas être bon dans tout, mais il faut que sur les segments sur lesquels on pense qu'on est plus léger, il faut être blindé et s'accompagner par des soutiens extérieurs. C'est vraiment très intéressant ce que tu dis, et je le retrouve dans énormément de domaines, des gens qui se lancent ou qui se reconvertissent et qui découvrent qu'il y a la spécialité qu'ils veulent faire, mais à côté de ça, il y a la posture entrepreneuriale et l'énorme polyvalence de compétences, une capacité à apprendre, à déléguer, à se former, et on le retrouve bien dans ton métier. Alors ça, c'est terrible, c'est justement tous ceux qui pensent qu'ils feront toujours mieux que les autres, sauf qu'on n'avance pas tout seul, et surtout on s'épuise. Qu'à un moment donné, une aventure, alors c'est vrai qu'il y a des entreprises où on est tout seul dans l'entreprise, c'est pas le même enjeu que quand on dirige du personnel, mais les équipes, il faut aussi qu'elles accompagnent le mouvement et surtout qu'elles aussi fédèrent leurs équipes à elles. Et c'est encore même plus dur parce que du coup, à chaque étape, il y a des filtres. Donc les valeurs que tu prônes, la dynamique que tu veux mettre dans ton entreprise, eh bien, elle passe par le premier filtre des top managers et puis après, il y a les chefs d'équipe en dessous, mais il faut que tout le monde comprenne le même message. Et des fois, quand tu descends en bas et que tu vas discuter avec les équipes qui sont sur le carrelage, tu te rends compte que entre ta vision et la leur, il y a quand même un écart qui s'est naturellement fait parce que le message n'est pas toujours bien descendu.
Mais une fois que tu as des équipes qui sont très engagées dans le sens des valeurs que tu veux, et en général, ça descend quand même plus facilement. Et surtout, on parlait tout à l'heure du sens qu'on peut donner aux choses. Après un moment que tu es transparent et que tu expliques à l'ensemble de tes équipes le sens que tu veux donner à ton entreprise, quand nous on parle de service client, on leur explique ce que c'est que du service client, et que tout le monde a compris le sens du service client selon nos valeurs, eh bien c'est tout de suite beaucoup plus facile de redescendre les messages qu'on veut porter avec eux. Et eux-mêmes les portent plus facilement. Je te donne un exemple concret. On a passé notre labellisation commerçant responsable. C'est un label RSE qui touche à la fois l'environnement, l'approche commerciale et positionnement de l'entreprise, le côté social et sociétal, et le côté éco-responsable, économie circulaire. Et donc, tous ces pans sont des sujets qui nous importent, enfin, qui nous semblent être importants. Et donc là, ça touche tous les sujets RSE. Et on a emmené ça avec nos équipes. Et en fait, tu te rends compte que tes équipes, elles portent les valeurs de ton entreprise. Les premiers ambassadeurs de ton entreprise, c'est tes équipes. Et quand tes équipes sont fières de travailler dans ton entreprise, là, tu dis, ouais, j'ai gagné. Ils sont contents parce que ils sont fiers de dire, OK, moi, je mouille mon maillot pour ces valeurs et pour l'entreprise, sur cette entreprise, parce que ça me va, je suis à l'aise avec tout ça. Et ça change tout. Et c'est aussi ça, où tu parlais de marque employeur, on parlait de marque employeur tout à l'heure. Moi, je pense que ta marque employeur, tu la gagnes quand tes équipes, elles sont alignées avec tes valeurs. Et là, du coup, ça descend et du coup, tu as moins de turnover, même si tu en auras toujours, parce que un jour, tu as quelqu'un qui a envie de faire autre chose, et tant mieux pour lui. Ça m'est arrivé d'avoir un super boulanger, et il vient me voir et il me dit, monsieur Dugousset, j'ai une opportunité, je vais partir dans le sud. Et je suis content pour lui. OK, chez nous, tu es resté longtemps, tu t'es éclaté, tu nous as apporté beaucoup de choses. Bonne route. Formidable. On est vraiment sur toujours ce pilier valeur partagée, hein, que ce soit petite, une grande entreprise, ce que tu nous décris très bien. Alors aujourd'hui, de quoi tu te sens le plus fier? Je me sens plus. Alors, c'est très simple. Le meilleur des compliments qui me rend vraiment fier et qui me fait ma journée, c'est quand je croise mes clients et que mes clients me disent, ah, monsieur Dugousset, depuis que vous avez repris l'entreprise, ça et ça, c'est vachement bien parce que ça et ça, il n'y avait pas. Et maintenant, moi, je suis vraiment content. Et puis, j'ai eu affaire à votre boucher. Il est vraiment charmant. J'ai été très bien conseillé. Vos produits sont de qualité. Bref, j'adore venir et revenir dans votre magasin. Moi, ça me fait la journée. Je me dis, OK, on a gagné. Dès que j'entends parler du bien de mes équipes et de mon entreprise, et que mes clients me disent, on aime venir chez vous et on aime y revenir, ouais, j'ai gagné. Je sais que du coup, il faut pas baisser les bras parce que c'est un travail de chaque instant. Chaque jour, ouais. Des fois, tu dis, allez, c'est bon, et puis patatras, il t'en arrive un où effectivement, on n'a pas été dans le détail d'un sujet, et hop, un client mécontent, hop, il faut régler le problème. Chez moi, si j'ai un client qui n'est pas content, je veux savoir pourquoi. Et c'est moi qui les appelle personnellement. Et parce que dans toute entreprise, tu peux avoir des loupés organisationnels, des loupés structurels, des loupés produits, de livraison, même des choses qui sont indépendantes de ta volonté. Mais tu es quand même là pour les assumer. Quand ton client il n'a pas le produit qu'il voulait, alors qu'il t'a fait confiance, il est venu le chercher chez toi, il ne l'a pas trouvé, eh bien, moi, je me dois de lui donner des réponses. Et donc, du coup, heureusement, ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive plus souvent d'avoir des compliments parce que mes équipes ont été au niveau. Et ça me fait vraiment ma fierté. On sent que tu suis le process de A à Z, quoi. C'est très important d'échanger avec nos managers, avec les équipes, parce que des fois, dans les bureaux, tu peux réfléchir à des process pensant que c'est les bons. Et en fait, tu descends sur le carrelage. Nous, on appelle ça comme ça, qu'on descend sur le magasin. Et tu partages ça avec ton collaborateur qui fait le job, lui. Et il va dire, ça n'a pas de sens. Regardez, monsieur Gousset, on fait ça comme ça. Et là, lui, il est capable de nous mettre en évidence un truc gros comme le nez au milieu de la figure que nous, on n'a pas vu alors qu'on était plusieurs à ulcer sur le sujet. Parfois, il faut juste avoir l'humilité de se dire, OK, est-ce que mon idée est la bonne? OK, on va la confronter avec d'autres. Et il y a Churchill qui disait souvent, il mettait tout son comité autour de lui dans les bureaux. Il dit, tous ceux qui pensent comme moi, j'ai pas besoin de vous parce que je sais comment vous pensez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir autour de moi les gens qui pensent pas comme moi pour confronter mes idées.
Et là-dessus, j'ai aucun souci avec moi, mes équipes, à ce que parfois on soit en contradiction. Et au contraire, la contradiction nourrit le débat. Et c'est avec cette contradiction qui nous permet de nous améliorer pour voir ce sur quoi on doit encore s'améliorer, se challenger entre nous. Et à l'issue de cette réunion, on a tout posé par terre, à table, et la conclusion, c'est qu'on arrive avec une idée, une belle synthèse qui normalement fait l'unanimité chez tout le monde. Alors, tu cites Churchill. Alors, toi, quelles sont tes sources d'inspiration? Alors, c'est une sacrément bonne question. Les sources d'inspiration, alors je me documente beaucoup, je lis la presse spécialisée, j'aime quand même écouter quelques grands patrons, parce que des fois, c'est toujours très intéressant de regarder comment ils ont transformé leur entreprise. Donc, je pense que les grands chefs d'entreprise français, il y en a quelques-uns qui sont très inspirants. Et c'est toujours très... Et parfois, même dans des domaines très différents, hein, tu rencontres un chef d'entreprise qui ne travaille pas forcément dans le même domaine que toi, mais au final, il a su révolutionner sa boîte. Et là, tu te dis, ouais, il a quand même... Et donc, ceux qui m'inspirent sont soit des amis chefs d'entreprise qui ont réussi. Et réussir ne veut pas forcément dire gagner beaucoup d'argent et monter une grosse boîte. C'est pas ça, réussir. Réussir, c'est, OK, il était là, il a fait un cheminement intellectuel qui fait qu'aujourd'hui, il s'est transformé lui-même. Et aujourd'hui, ce qu'il délivre, ce qu'il produit, le met en équilibre avec lui-même. Et là, tu dis, ouais, là, il y a quand même une belle réussite. C'est ça le plus important. En tout cas, je le pense. J'ai même envie de te le faire répéter 3 fois, tellement c'est important. Et je suis heureux d'entendre ça. On revient sur de l'alignement vraiment personnel. C'est ta vision de la réussite. Alors, si, mettons que tu aies aucun souci, aucune limite financière, si tu devais racheter une boîte aujourd'hui, tu rachèterais laquelle? Wow. Et peut-être pourquoi? Ouais, je te taquine un peu là. Mais là, c'est une sacrée question. Alors, moi, j'ai choisi de racheter un supermarché parce que j'aimais le contact client, donc je pense que je continuerai vers ça. J'aime le contact avec les gens. C'est comme ça qu'on avance, c'est en écoutant les autres et en écoutant nos clients. Donc, il y a quand même pas mal de belles entreprises qui défendent des valeurs et du coup, je pense que je resterai quand même dans l'univers du retail, du service client, parce que ça me plaît vraiment. Après, alors j'ai pas de nom comme ça de boîte que si j'avais pas de limite. Maintenant, il y a quand même des entreprises qui ont quand même bien réussi en France. Alors, tu prends laquelle tu vois, par exemple... t'es pas obligé de citer de nom. Non, non. Si tu partages ça avec tes collègues, peu importe, hein, après. Mais ouais, c'est une sacrée bonne question. Je pense que je resterai dans l'univers du retail quand même. Oui. Je pense qu'il y a des belles enseignes qui se réinventent. Une qui me plaît beaucoup, moi, c'est Fnac Darty, dans l'univers de l'électrodomestique. C'est une enseigne qui est aujourd'hui leader de la vente de produits plaisir, livres, CD, machines à laver, téléviseurs. C'est une entreprise qui est en ce moment en train vraiment de créer énormément de dynamique autour de la revalorisation des produits électroniques. Pourquoi les jeter quand on peut les réparer? Donc il y a une vraie réflexion de se dire... On revient sur l'impact et les valeurs une nouvelle fois. Environnementale, l'équipe, voilà, leur patron, Enrique Martinez, il a une boîte de 300 000 salariés, mais il a des valeurs qu'il partage avec ses équipes et c'est tout aussi difficile pour une aussi grosse entreprise d'être capable de faire redescendre toutes ces valeurs. Et je dirais que dans les boîtes du retail qui, à mon sens, font vraiment beaucoup de belles choses et se réinventent avec leur temps, on peut imaginer que oui, c'est ce genre d'entreprise qui vend des produits de grande consommation, mais à un moment donné, se pose la question de l'impact environnemental d'une machine à laver, d'un téléviseur. Et aujourd'hui, obliger les fabricants de ces produits à peut-être raisonner un peu plus éco-responsable et peut-être avoir plus de produits réparables dans le temps, parce que les gens n'ont pas forcément... On a longtemps habitué les gens à changer systématiquement de produits,
et puis systématiquement racheter un produit neuf. Bah oui, quand il tombe en panne, quand une machine à laver, quand vous n'avez plus de machine à laver, vous êtes un peu embêté. Donc, faut demain, c'est plutôt d'essayer de rendre le produit encore plus réparable pour qu'il puisse durer dans le temps. Et ça, c'est des vraies valeurs, c'est vachement intéressant. Et donc, du coup, c'est grâce à la dynamique de ces distributeurs qui mettent une pression aux industriels pour dire, attendez les gars, faites-moi des produits plus réparables parce que moi, j'ai les équipes et les compétences pour être capable de le faire. Et ça, c'est un vrai gage de service pour ses clients. Dire, OK, moi, je vais vous faire des économies d'argent, vous allez voir, vous allez réparer votre machine à laver et vous n'allez pas être obligé d'en racheter une. Et la réparation va bien marcher et vous allez repartir pour 2 ans avec votre machine. C'est quand même vachement intéressant pour l'environnement, pour tout ce qu'on... Donc, du coup, je pense que nos clients changent et que les distributeurs doivent être, que ce soit alimentaire ou non alimentaire, ils doivent être en phase avec les clients et les valeurs qu'ils commencent à défendre. On parlait du local. Je donne un exemple concret. Quand il y a eu le Covid, tous les gros industriels, la farine Francine, on n'avait plus parce que tout le monde faisait des gâteaux. Du coup, je me retrouve avec plus de farine dans mon rayon farine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé les moulins qui fabriquaient de la farine autour de moi. J'ai rencontré les moulins Fouché qui est dans l'Essonne. Et en discutant avec le patron, et je lui dis, mais vous devriez faire un sachet 1 kilo, alors que lui, il vendait principalement sa farine au boulanger. Ouais. Et du coup, il a revu son modèle économique, il s'est mis à fabriquer et en sachet des paquets d'1 kilo. Ça s'appelle l'Essonnienne d'ailleurs, donc en plus, c'est du coin, c'est de la farine des champs du coin. Et donc, du coup, moi et d'autres collègues inter, on s'est dit, OK, on va soutenir cet entrepreneur qui a une belle entreprise, qui tournait déjà très bien, hein. Mais du coup, on va vendre de la farine de notre département. Et lui, il en avait, elle était à côté de chez nous, elle faisait pas 4 fois le tour de la France. Et là, hop, on a commencé à la vendre, à expliquer à nos clients ce qu'on était en train de vendre. On vendait de la farine du coin, c'est des vraies valeurs, c'est de la bonne qualité, et les gens ont vraiment adhéré. Et donc, le Covid nous a obligés, nous aussi, à repenser notre approche de nos fournisseurs. Et aujourd'hui, je travaille avec plus de 120 entreprises en direct qui sont des producteurs locaux, des entreprises qui sont à moins de 50 km de mon magasin et qui me fournissent en direct, que ce soit mes fleurs, mon miel, ma bière. Je fais de la bière du département, je travaille de la mousse au chocolat du coin, mais des produits des fois improbables. Je fais des blinis qui sont fabriqués dans le coin. J'ai des crêpes de Grigny, c'est juste à côté de chez nous. Et du coup, c'est en croisant comme ça des entrepreneurs passionnés et on voit leurs produits, on dit mais il y a une vraie réalité, mes clients ils en ont besoin, pourquoi je vendrais pas les produits qui sont fabriqués à côté de chez moi? Mais quand on explique à nos clients que c'est juste du bon sens et qu'en termes de prix tout le monde s'y retrouve, le client est super content. Et ça c'est une vraie valeur de dire ok, on défend l'économie circulaire, on fait travailler l'économie de notre région parce que on est un acteur social important qui véhicule aussi des valeurs et des marchandises. Donc du coup ça marche. Les clients sont vraiment connectés à ça. C'est génial, hein, j'adore. Il y a une vraie intelligence entrepreneuriale, une vraie intelligence collective. Et en plus, ce que tu disais, tu le choisis parce que tu es indépendant, tu es libre de le faire. Exactement. Et alors, notre enseigne Intermarché, elle pousse à ça. L'entrepreneuriat chez nous, c'est une de nos valeurs. On veut de l'audace et de la conviction dans ce qu'on veut entreprendre. Donc, au contraire. Et même, je dirais, si on trouve un petit producteur avec lequel nous on s'éclate et que ça se passe bien, que nos clients sont vraiment au rendez-vous et que tout le monde est content, on le partage à nos collègues du coin. Mais si à un moment donné, ça devient même très gros et que le producteur en face est capable d'alimenter, on l'aide et on se structure avec lui au niveau régional. Et donc, on a des branches dédiées à la centrale régionale d'Intermarché, en région parisienne, où on a une cellule dédiée pour aider les petites PME qui ont un super produit, mais pas forcément le marketing qui va avec, par exemple. Et auquel cas, nous, on les aide. Et là, la négo, elle se fait pas sur le prix. Chez moi, le prix, c'est eux qui décident. Voilà comment ça se passe pour des petites PME. On se dit, OK, le pot de miel, il vaut combien? C'est quoi le bon prix qu'un consommateur doit acheter? Mais et du coup, à un moment donné, c'est une discussion parce que découle du prix la répartition de la chaîne des valeurs entre le distributeur et celui qui a fabriqué. Mais celui qui a fabriqué, il a quand même il doit quand même avoir sa part du gâteau, c'est tout à fait normal. Et donc, du coup, c'est cet équilibre entre le client, le distributeur et le producteur qui fait que le système fonctionne. Si jamais à un moment donné, tu en as un qui est plus gourmand que l'autre, et parfois on voit des réseaux de distribution où ils se font pas, ils y vont quand même bien, moi, c'est pas ma conviction. Je pense que l'équilibre, évidemment, je fais bien les distinctions entre les grands groupes industriels
et les PME locales. Moi, là, je suis vraiment sur le sujet de la PME locale. Quand j'ai discuté avec le fabricant de crêpes qui me fournit en crêpes fraîches, je lui ai dit, ben voilà, moi, aujourd'hui, le prix marché d'une crêpe, c'est tant. La vôtre est quand même de super qualité, elle est fraîche, elle est artisanale, c'est pas de l'industriel, donc ça mérite d'être un peu mieux valorisé, mais il faut quand même pas s'attendre à tripler le prix parce qu'on n'en vendra pas. Donc c'est quoi le bon prix? Et vous inquiétez pas, un producteur, un fabricant, un fournisseur sait très bien combien vaut ses produits. Et donc il faut avoir ce débat avec lui. Et une fois qu'on a posé le jalon du prix correct pour nos clients, et vous savez, les clients ont toujours raison. Donc si jamais à un moment donné on se trompe, vos clients sont capables de nous le rappeler. Et à partir de là, on redescend la chaîne de valeur et on répartit la création de valeur entre tout ça. Et si l'équilibre est bien fait, tout le monde est content et ça va pour tout le monde. Voilà un petit peu la conception d'une approche, on va dire, éco-responsable ou circulaire, si je puis dire ça comme ça. C'est vraiment passionnant, très intéressant. Je pense que tu vas réconcilier du monde avec certaines visions qu'on peut avoir. Ben oui, alors ça c'est malheureusement les médias nous aident pas. On est très souvent montré du doigt. Alors certainement qu'il y a des choses qui se sont faites dans le passé et c'est bien malheureux. Mais je reste convaincu que venez discuter avec nous et vous verrez qu'il y a un chef d'entreprise qui peut tout à fait raconter, expliquer son quotidien et on n'est pas du tout les bourreaux qu'on peut prétendre nous décrire dans les médias. C'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de transversales à faire dans divers métiers, diverses entreprises. Et pour continuer là-dessus, si tu devais donner juste 1, 2, 3 conseils à quelqu'un qui veut se lancer, créer une entreprise, alors pas forcément dans ton domaine, non. Vraiment le côté ça y est, je suis entrepreneur, ou alors je stagne, je bloque ou je me lance. Pour toi, les 3 clés les plus puissantes aujourd'hui? La première, c'est prendre le temps de la réflexion, mais pas trop longtemps, parce que si on réfléchit trop, on fait plus. On est dans l'action. Donc il faut être quand même, faut vraiment prendre le temps de poser les choses. Moi, je dis souvent que pour aller à un endroit, si on n'y est jamais allé, il faut mieux demander à quelqu'un qui y est déjà allé. Et quel que soit le secteur d'activité, quand nous, on a décidé d'entreprendre, on a énormément partagé notre volonté de le faire avec d'autres qui l'avaient déjà fait. Donc, première chose, voir les gens qui ont fait le chemin. Ah ouais. Et donc, du coup, et pas forcément le même chemin que toi. J'ai des amis, chefs d'entreprise, dans d'autres secteurs d'activité. On est allé parler avec eux quand même, parce qu'on s'est dit, mais quelles ont été tes premières difficultés quand tu t'es embarqué dans ton entreprise, dans de l'assurance, dans de la fibre optique, ça n'a rien à voir avec l'alimentaire, mais tu te rends compte qu'on fait un peu tous le même métier et malgré tout, on a tous quand même 2-3 obligations, des contraintes, faut quand même payer le banquier à la fin de l'année, parce que du coup, on emprunte des sous, donc il faut quand même s'engager un petit peu. Et au final, l'apport de chacun sur ces problématiques te nourrit, te prépare, et effectivement, aller voir les collègues qui sont dans le même secteur d'activité te permet de te préparer un peu plus sur ton métier. Donc vraiment, rencontrer des gens qui ont fait le chemin, du partage, et ce que tu disais tout à l'heure, le côté pas de solitude de l'entrepreneur, échanger, aller voir, se renseigner. Vraiment, première chose. Première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est ne pas oublier son environnement familial, parce que c'est un pilier important quand même. Parce que entreprendre tout seul ou entreprendre à deux, ça n'a pas les mêmes impacts, les mêmes conséquences. Si on entreprend tout seul, il faut juste aussi anticiper le fait que ça va quand même impacter dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais au début, son environnement familial. Donc du coup, tout ça, ça s'anticipe. Faut pas le découvrir une fois qu'on est dans l'action. Donc je pense vraiment que la sphère personnelle, elle doit être consultée. Ou en tout cas, il faut vraiment qu'à un moment donné, il faut casser les verrous de tout ça pour pas se retrouver à un moment donné quelque chose qui nous pète à la figure, qu'on n'avait pas vu venir, que ce soit les enfants ou sa conjointe. Ou voilà. Moi, je pense que c'est décider d'entreprendre, c'est se dire, ok, je vais changer ma vie, mais ma vie, elle va aussi avoir une influence sur mon environnement, mes amis, mes proches, et donc du coup, ça, il faut quand même le prendre. Le valider, quoi. Le valider. Voilà, je pense que déjà, parce que c'est notre équilibre personnel, on vit, on a une vie perso, une vie pro, et c'est aussi l'équilibre de tout ça. Donc,
si dans la vie décision pro, on a essayé de changer plein de choses, il faut juste s'assurer que en vase communicant, ça ne déstructure pas le côté perso non plus. Donc je pense que ça, faut juste l'avoir en tête, le partager avec son environnement pour être sûr que voilà. Et le dernier, c'est est-ce que j'ai vraiment les armes pour y arriver, ou en tout cas la conviction que ce que je vais faire, je vais y arriver. Parce que si on commence à se dire ah ça va peut-être pas marcher, là c'est mort. Moi, je me suis jamais posé la question que j'allais pas le réussir. Pour moi, c'était évident qu'on réussirait. Et on est encore en ballottage tout le temps, parce que de toute façon, notre métier, il nous challenge tout le temps. Mais il faut se dire qu'il faut, il faut vraiment avoir en tête, ok, c'est quoi les armes dont je dispose, sur quoi je suis fort, sur quoi je suis un peu plus faible, pour savoir sur quoi on doit travailler dans ce changement de vie. Et je pense que sur ces 3 axes, la consultation et l'échange avec ceux qui ont pris le chemin, son environnement familial pour être sûr de ne pas avoir de mauvais problèmes plus tard, et ensuite l'approche de se connaître soi-même et connaître ses forces et ses faiblesses, se faire un petit SWOT de soi-même, de ok, c'est quoi mes opportunités, pour savoir où on met les pieds. Et je pense qu'une fois qu'on a ces trois approches-là, on peut y aller à fond. On n'a pas besoin de regarder dans le rétroviseur. On a baqué tout ce qui pouvait l'être avant. Et là, on se concentre sur l'objectif. Génial, génial, génial. Pour finir, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu voudrais répondre, ou quelque chose que tu voudrais ajouter est-ce qu'on est heureux dans ce qu'on fait, La question. Est-ce qu'on prend du plaisir, parce qu'au final, c'est quand même ça. Je crois que c'est magnifique ça. Je pense qu'il faut quand même à un moment donné se dire on est heureux, on est content, on prend du plaisir. Moi, je dis souvent à mes équipes, mais au-delà du travail, oui, on fait un job, on est payé pour ça, oui, on doit avoir des résultats, mais il faut aussi que dans tout ça, on sache prendre du plaisir. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que le matin, on se lève, on a la banane, et on se dit, on va aller prendre du plaisir au travail. On va aller prendre du plaisir. La valeur plaisir dans notre travail, elle doit être là. On doit être heureux de ce qu'on fait, fier de ce qu'on fait et avoir la banane pour le faire. Merci beaucoup Stéphane, j'ai vraiment adoré cet échange. Merci et puis longue vie, longue route à votre belle entreprise, aux belles valeurs. À bientôt, merci.